Bonjour, je suis Viana Buisson, fondatrice de Réapproche, une association qui vient en aide aux patients admis en réanimation et à leurs proches après et pendant l'hospitalisation pour les aider à traverser cette épreuve de la manière la plus apaisée possible. En effet, en décembre 2020, mon frère âgé de 54 ans, atteint du Covid-19, a passé 14 semaines en réanimation, dont 10 dans le coma. J'ai vécu ces longs moments dans la détresse d'avoir très peu de nouvelles et l'impuissance face à l'impossibilité de lui rendre visite et de connaître l'évolution de son état de santé a été un élément psychologique difficile à traverser. Malheureusement, je ne suis qu'un exemple parmi tant d'autres, puisque pendant la crise sanitaire, des centaines de personnes ont connu une expérience similaire. Nombreuses familles ont même perdu leurs proches sans avoir pu leur rendre visite ou leur dire au revoir. Comment faire son deuil dans ces conditions ? Comment dépasser le stade de la culpabilité et se reconstruire ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Guillaume Thierry, qui nous expliquera l'attention particulière accordée au deuil dans les centres de réanimation et les particularités de la période pandémique. Madame Sarah Piazza, qui nous présentera l'enjeu de l'accompagnement psychologique et les conséquences dramatiques d'un manque d'accompagnement et nous présentera les différentes manières de sortir de cette détresse. Madame Coralie Saunier, Monsieur Aurélien Gonzalez et Monsieur Laurent Frémont donneront des pistes en partageant comment eux-mêmes tentent de se reconstruire, notamment via l'engagement associatif. Bon webinaire à tous. Alors, merci Viana d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tous d'être là. Je pense que c'est un peu inédit de réunir autour d'une table, même si c'est une table virtuelle, des médecins, des proches, des gens qui ont été affectés par un séjour en réanimation, des psychologues. Et puis, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais vous faire un petit historique assez bref de ce qu'a été la réanimation pour voir finalement comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation du Covid. La réanimation est née dans les années 50, au moment d'une crise, d'une épidémie de poliomyélite, qui d'ailleurs avait des similitudes avec l'épidémie qu'on a connue, puisque c'est une maladie qui touche les muscles respiratoires et donc qui entraîne une insuffisance respiratoire qui conduit les gens à l'asphyxie. Ce qui n'était pas très loin de ce qu'on a vécu. Et des médecins à Copenhague en particulier ont introduit l'assistance respiratoire qui était initialement à la main, et puis ont montré qu'en faisant ça, une maladie qui était mortelle à quasiment 100% devenait mortelle qu'à 50%. Donc c'était ça qui a marqué les débuts de la réanimation. Et puis dans disons les 40 années qui ont suivi, énormément de choses se sont améliorées, les techniques, les compréhensions physiologiques, les traitements. Et c'est que plus tard, vers les années 90-2000, qu'on a commencé à prendre en compte la dimension du patient en tant que sujet et de ses proches. Donc c'est un sujet quand même qui est relativement récent. Ça a été une spécialité très technique et c'est devenu une spécialité technique et humaine un petit peu tardivement, en gros au cours des 20 dernières années. Alors il y a eu des avancées qui étaient un peu hétérogènes selon les pays. Les Anglais, les Américains étaient peut-être un peu plus en avance, certains pays beaucoup plus en retard. Nous, en France, on a été pas mal porté par un groupe de recherche qui s'appelle Famirea, qui est coordonné par Elie Azoulay, et qui était, en France en tout cas, le premier groupe de recherche qui a systématisé l'abord des questions des proches, de la fin de vie, de l'éthique, du deuil, comme des questions qu'on pouvait traiter sous un angle scientifique. Et alors, au début, c'était un peu... voilà, tout le monde n'adhérait pas à cette approche-là. N'empêche que ça a eu comme mérite de faire émerger ces questions-là dans le paysage scientifique, dans la littérature médicale, et qui sont devenues du coup des questions de premier plan, et qui le restent aujourd'hui, et on a vu à quel point elles sont même de tout premier plan. Et alors, toutes les études Famirea et plein d'autres ont montré l'importance
alors ça paraît évident de le dire comme ça, mais l'importance de parler aux proches, l'importance que les proches aient compris ce qu'on leur raconte, et ils ont en particulier montré que plus d'une fois sur deux, les proches ne comprennent pas ce qu'on leur raconte, pas parce qu'on leur raconte n'importe quoi, mais parce que la façon de communiquer n'est pas adaptée, et que de cette incompréhension naissent du stress, de la dépression, du syndrome de stress post-traumatique. Donc, cette question de la communication avec les proches est devenue une question de premier plan. Et alors, on a tous connu un moment, enfin tous en tout cas les plus anciens, un moment où les réanimations étaient quasiment fermées aux proches. Euh, il y avait 1 heure de visite qui était autorisée, et ça, c'était pas dans un contexte épidémique, c'était comme ça. Il y avait 1 heure de visite entre 14 et 15, et puis à 15 heures, les portes étaient fermées, et la communication avec les proches était vraiment réduite à des nouvelles techniques et rien de plus. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années. Moi, j'ai connu ça quand j'étais interne et j'ai pas 112 ans, donc c'était pas si longtemps. Et ce qui a marqué les 2 décennies de 2000 à maintenant, c'est la, la compréhension et donc même la mise en pratique du fait que les proches doivent faire partie intégrante de la vie de la réanimation. Pour le patient, pour nous, soignants, et puis pour eux. Et donc ça a tout changé. Et c'est comme ça qu'on a vu à partir des débuts des années 2000, 2005, des services commençaient à s'ouvrir 24 heures sur 24 aux proches. Et au lieu de 1 heure par jour, ben, c'était toute la journée, toute la nuit s'il fallait, que les proches pouvaient dormir à côté des patients, et que l'information était partagée du coup de façon beaucoup plus fluide, et qu'il n'y avait pas cette cassure comme on a pu connaître là. Et donc, des choses très simples, la présence, l'écoute. Alors ça a été montré dans pas mal de travaux, hein, que simplement, de notre point de vue en tout cas, le simple fait d'écouter et que les proches puissent parler est quelque chose qui est extrêmement soulageant pour les proches, indépendamment de ce que nous-mêmes on peut dire. Voilà, les proches, l'écoute, et puis peut-être un peu plus récemment, l'accès des enfants dans les services de réanimation. Avant, on avait tous vu moins de 15 ans, interdiction d'accès à l'hôpital. Maintenant, les enfants, même les petits-enfants, ils ont accès, si leurs parents ou leurs proches sont hospitalisés, ils ont accès aux services de réanimation. C'est encadré, c'est entouré, mais c'est tout à fait possible et on sait maintenant que c'est bénéfique. Il a été montré que la participation aux soins peut aussi être bénéfique, et y compris dans des contextes un peu difficiles, un peu d'urgence. Le fait que les proches puissent être présents ou puissent même participer à certains soins, c'est quelque chose alors, qui réduit l'anxiété, qui réduit le stress post-traumatique, mais aussi qui construit une relation. Et finalement, ce qu'on a vécu pendant les 20, en gros 2000-2020, c'est de construire des relations entre le patient, les proches et nous, et qui ne sont pas que des relations techniques, qui sont des relations euh, humaines, d'écoute, de suivi, de compréhension. Là, je ne parle pas du deuil, je parle vraiment de la présence des proches, des proches en général. Et alors, naturellement, le Covid est arrivé là-dessus et a cassé, en quelque sorte, tout ce qu'on avait fait pendant 20 ans. C'est un chemin très long. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des services qui sont ouverts 24 heures sur 24 depuis presque 20 ans et d'autres qui sont encore pas ouverts 24 heures sur 24. Donc, il y a une grande hétérogénéité. Mais le mouvement général était quand même celui-là d'une relation relativement étroite, même très étroite, entre les proches d'un patient en réanimation et les soignants. Les soignants au sens large, c'est les médecins, les infirmières, les aides-soignants et les psychologues. Et ça, c'est aussi une donnée nouvelle, c'est que jusqu'à il y a relativement peu de temps, il n'y avait pas de psychologue dans un service de réanimation, ça n'existait pas. Et même si ça paraît aberrant, c'est une idée qui est venue très récemment et qui n'est encore pas du tout acceptée dans pas mal d'endroits. Et donc le Covid est venu casser ce mouvement-là et nous a fait repartir 20 ans en arrière dans quelque chose qui est devenu, enfin qui pour nous était très archaïque. Cette interdiction de visite, l'impossibilité de parler, d'échanger des nouvelles régulièrement, tout ça c'était extrêmement archaïque. Là, il y a eu, je pense, un double mouvement. Il y a un mouvement qu'on a constaté dans les hôpitaux qui était un mouvement de repli sur soi, que j'explique pas très bien, mais
je pense beaucoup à l'hôpital ont trouvé ça assez confortable de dire bah, finalement on ferme, comme ça on est entre nous, on n'est pas embêté, voilà, on crée une espèce de microcosme qu'on a et on n'a pas de famille et de proches qui viennent interférer avec ce qu'on fait. Il y a eu, je pense que c'est des mécanismes inconscients, mais il y a eu ce truc-là qui a joué, et probablement qui a joué dans des décisions institutionnelles. Et puis de la part des soignants, alors, il y a eu le tout début, où là vraiment on ne savait pas ce que c'était que cette maladie, on ne savait pas quel était son risque de contagion, bon, on ne savait pas si on avait assez de masques pour tout le monde. Je pense qu'il faut mettre à part mettons les 2, 3 premières semaines, parce que c'était vraiment, on a connu un truc bizarre. Mais après, quand ce truc-là s'est pérennisé, quand l'interdiction de visite s'est pérennisée, euh, c'est les soignants les premiers qui ont, enfin les premiers, non, je pense que c'est les proches les premiers, les patients. Mais les soignants, au sein de l'hôpital, c'est les soignants de réanimation qui ont été les premiers à se sentir lésés. On a été lésés, il nous manquait une partie de notre travail, mais même pas de notre travail, une partie de ce qui fait même la sève de notre travail, qui est de pouvoir communiquer de façon fluide et régulière avec les proches des patients qu'on a en charge. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de services ont transgressé les recommandations ou les interdictions des hôpitaux pour remettre les visites, alors d'une façon un peu organisée, d'une façon un peu régulée, mais en tout cas pour réintroduire les visites. Ça n'a pas été fait partout, mais je sais que ça a été fait dans pas mal d'endroits. Et moi, il y a une chose qui m'a marqué, mais qui a marqué beaucoup d'entre nous, c'est que, vous savez, donc, les décès en réanimation, c'est à peu près un patient sur 5 en réanimation qui décède. C'était un petit peu plus pendant le Covid, puisque le patient était grave. Et voilà, c'est à peu près 20% des patients. Et sur ces patients qui décèdent, à peu près 3 quarts des patients qui décèdent après qu'on a réfléchi à une décision de limitation ou d'arrêt des traitements actifs. Donc, il y a un processus. Les patients qui décèdent, parce que là, en 48 heures, on ne peut rien du tout et on a fait le maximum et on ne peut rien, c'est finalement la minorité. La majorité, c'est des patients qui sont dans un processus de réanimation qui est long. Et au bout d'un moment, on réfléchit au sens à donner aux soins de réanimation, au fait que peut-être que ce soin est plus de l'optimisation déraisonnable que du soin avec un espoir. Et on s'achemine vers une décision de limitation thérapeutique et puis plus tard une décision d'arrêt thérapeutique. Ça, c'est la majorité des décès. Or, tout ce chemin-là est un chemin qui prend du temps, qui nécessite justement cette relation assez étroite entre nous et les proches, et le patient parfois, et qui aboutit la plupart du temps à un décès douloureux, mais qui est encadré, qui est accompagné, qui a presque pris un certain sens pour tous les gens proches et soignants. Et là, le fait de ne pas avoir les familles au quotidien avec nous, ça nous a privés de ce chemin-là. Et ça, c'était un des trucs qui était terrible pour nous. Alors, je dis terrible entre guillemets parce que je sais que pour les proches, c'était 1000 fois plus terrible. Mais de ne pas pouvoir faire ce chemin qui conduit à une décision fondée d'ilimitation ou d'arrêt thérapeutique, et que du coup, cette décision, pour douloureuse qu'elle soit, elle est acceptée, comprise et elle est accompagnée, eh ben, je pense que ça a contribué à beaucoup de situations dramatiques. Et alors là, pour ce chemin-là, toutes les visio, Skype, FaceTime, etc., ne remplacent pas et sont presque inopérantes pour faire ce genre de discussion. C'est pas possible de discuter de ça par téléphone ou par visio. Il faut être physiquement là, autour d'une table, percevoir des regards, des intonations. Enfin, c'est de la communication réelle. Et ça, c'était assez dramatique que ça puisse pas se produire. Alors, moi, par chance, dans mon service, on a très très vite réintroduit les visites, donc on a connu assez peu cette période-là. Mais le peu qu'on a connu était quelque chose de terrible et terrible, vraiment, vraiment au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, tellement ce chemin vers l'accompagnement et la décision de limitation thérapeutique et la fin de vie est un truc qui fait partie intégrante de notre quotidien aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment peut-être ce qui est une des choses qui est le plus, le plus marquante pour nous. Euh, alors, je ne sais pas, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, donc je vais, je vais m'arrêter peut-être là. Mais je crois que, et je suis très content d'entendre les témoignages qu'on va entendre après, et puis la synthèse que Sarah va faire. Mais on a fait un bond de 20 ans en arrière qui a eu au moins un mérite, c'est de nous montrer
l'importance de tout ce qu'on a fait pendant 20 ans et l'importance de tout ce qu'on avait construit dans l'accompagnement des patients, l'accompagnement des proches, enfin, dans une situation de deuil et de décès et de fin de vie, mais dans une situation aussi tout venant de réanimation, parce que dans tous les cas, ou dans presque tous les cas, un séjour en réanimation, c'est un événement traumatisant pour le patient et pour ses proches, que le patient survive ou que le patient ne survive pas. Donc c'est une dimension qui est incontournable, c'est un événement traumatique. Et donc, ce Covid où on a été brusquement privé de nos outils habituels de communication, de relation, de présence, nous a montré à quel point tous ces outils étaient importants et à quel point il faut les maintenir et même les renforcer. Et donc les renforcer, je pense, à l'échelle de chaque service et probablement à l'échelle institutionnelle. Et c'était un peu dans ce sens-là qu'on a écrit avec la Société de réanimation de langue française des recommandations pour que chacun dans ses services puisse s'adosser à ces recommandations en disant, regardez, la société savante qui coordonne notre activité dit qu'il faut ouvrir, il faut communiquer avec les gens, il ne faut plus fermer les services aux proches. Et c'était un peu dans ce sens-là qu'on a fait ces recommandations. Et j'espère que c'est une première pierre dans un chemin qui continuera. Voilà, je vais m'arrêter là. Et merci de votre attention. Un grand merci, Guillaume, pour cette intervention. Dans la continuité de ce qui vient d'être évoqué, effectivement, le fait que les groupes de parole donc, puissent se mettre en place au sein de l'association Réapproche, mais nous en parlerons après, mais qu'avec la SRLF, Réapproche puisse faire partie d'un groupe de travail sur la place des proches et donc au sein, donc dans le processus des soins, notamment en réanimation, et ce groupe de travail dans lequel est associé, donc, dont je suis associée en tant que représentant des proches, montre aussi que de cette situation effectivement extrêmement critique que nous avons pu rencontrer et faire face, commence à émerger également des initiatives qui peuvent être prometteurs. Donc, je laisse la parole à Coralie donc, pour nous faire part de ton témoignage et de ton vécu. Alors, bonjour à tous, je suis Coralie Saunier. Donc, je suis présente aujourd'hui pour témoigner en tant que proche d'un patient décédé en service de réanimation. Donc, j'ai perdu mon papa Daniel le 6 novembre 2020 à l'âge de 65 ans. Donc, il est décédé des suites du Covid. Donc, il est rentré à l'hôpital le 27 octobre. Donc, il était déjà atteint d'un cancer du poumon, donc depuis 6 ans. Et on nous annonce donc ce 27 octobre qu'il est contaminé par le Covid et qu'il a un double foyer infectieux. Donc les médecins tout de suite sont pessimistes au vu des paramètres qui s'annoncent. Donc il est placé sous oxygène, mais cela étant peu efficace, il sera plongé dans le coma 3 jours plus tard et transféré au CHU de Dijon. Cette mise dans le coma, au départ, il va la refuser parce qu'il est persuadé qu'il va y rester. C'est ce qu'il y a écrit dans le dossier médical dont on a fait la demande. Hein. Il a peur tout simplement de ne pas revoir sa femme et ses enfants. Et ça, c'est très dur en tant que proche parce que tout ce temps, il est conscient de ce qui se passe et il est complètement conscient de ce qui va lui arriver. Et nous, de l'autre côté aussi, on sait que c'est très mal engagé, on nous dit qu'il faut nous préparer, mais on doit attendre et on est impuissant. Donc, on attend un appel quotidien pour savoir comment s'est passée la journée, ce qu'ont donné les soins. Et en même temps, chaque jour, on garde cet espoir et on se dit, mais après tout ce qu'il a traversé, cette force qu'il a eue pendant toutes ces années à battre son cancer, et non, il va y arriver, quoi. C'est pas ça qui va l'emporter. Et en fait, la période du coma va durer une semaine, puisqu'on nous appellera le vendredi suivant pour nous dire qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il ne répond plus aux soins, que ses organes commencent à lâcher et à s'épuiser. Et la nuit du jeudi au vendredi, il avait fait 2 arrêts cardiaques. Donc le médecin nous explique que là, c'est de l'acharnement
et qu'il va falloir débrancher les machines. Donc, on nous a autorisé à ce moment-là à une visite de fin de vie. Donc, on va se rendre tout de suite dès l'appel avec ma maman et mes 2 frères qui seront sur place à l'hôpital. Donc, nous avons été très bien accueillis par le service, par les infirmières qui nous ont expliqué le protocole et ce qui nous attendait dans cette chambre. Parce que quand on n'est pas dans le métier, c'est assez surprenant. Donc, ça a été un moment très douloureux parce qu'on rentre dans une autre dimension. Donc voilà, et à la sortie de la chambre, le médecin donc a pris son temps de nous expliquer la situation, ce qu'il en était à date. Et donc, il nous a expliqué que dès notre départ, avec notre autorisation, donc il allait débrancher les soins. Donc, 1 heure après notre départ, c'était déjà fini. Et à la demande du médecin qui nous a annoncé le décès au téléphone, nous nous sommes rendus le lendemain à la chambre mortuaire du CHU. Et pour nous, en fait, c'est là que le deuil commence, hein, mais pour nous, en fait, ça bascule encore une fois. On a l'impression que le ciel nous tombe une nouvelle fois sur la tête parce que, comme si déjà cette période-là de 10 jours qu'on venait de vivre dans cette angoisse ne suffisait pas. On nous annonce en arrivant donc à la chambre mortuaire qu'en tant que patient Covid, c'est une mise en bière immédiate avec scellé du cercueil sans présentation à la famille. Et ça a été terrible parce qu'on ne le savait pas. Et pour nous, en fait, ça a été encore plus violent que quand on nous a annoncé son décès. Et moi, personnellement, hein, je suis sortie, j'ai hurlé, j'étais tellement en colère. Je comprenais pas, on nous l'avait pas dit, on nous a dit de venir. Pour nous, on allait pouvoir le voir. Voilà, c'était vraiment important. On a insisté, on a même rappelé le lendemain, on leur a même proposé de signer une décharge, hein, les dégageant de toute responsabilité s'il se passait quoi que ce soit. On demandait juste quelques minutes pour le voir, mais non, ça n'a vraiment aucune négociation n'a été possible. On nous a bien expliqué que le protocole sanitaire ne le permettait pas. Donc ça a vraiment été très dur pour nous parce que on l'a vu dans cette salle de réa, dans cette détresse respiratoire. C'est quand même un milieu qui est assez particulier et on pensait en fait pouvoir le voir serein, en paix, beau dans ses habits qu'on avait emmenés le matin, pouvoir l'embrasser. Et au lieu de ça, en fait, on nous dit qu'elle restera avec ses habits d'hôpital, dans la housse mortuaire, installée comme ça dans le cercueil. Et là, on se dit, mais comment c'est possible en fait d'avancer, de faire un deuil dans une telle situation? Moi, j'ai toujours imaginé que j'accompagnerais mes parents jusqu'au bout, à leur tenir la main jusqu'à la fin et même après. Et non, et le décès d'une personne qu'on aime, ça ne doit pas se passer de cette manière. On aurait dû pouvoir le veiller, l'accompagner, lui dire qu'on l'aimait. Et en fait, on a ce sentiment de colère parce qu'on nous a privés de nos droits. On nous a empêchés de lui dire au revoir. On lui a enlevé sa dignité. Et en fait, on a ce sentiment clairement d'avoir été pris en otage du début jusqu'à la fin. Et le deuil, il est difficile parce que j'ai ce sentiment de culpabilité d'avoir laissé faire tout ça, en fait, de ne pas avoir assez insisté auprès de l'hôpital pour obtenir une visite ou de ne pas avoir assez insisté davantage auprès de la chambre mortuaire pour pouvoir le voir. Et j'ai ce sentiment de l'avoir abandonné. Et j'ai de la colère envers les institutions, envers l'État, parce que, en fait, j'ai l'impression que, sortis de l'hôpital, on est lâchés. On nous a laissés. Une fois décédés, c'est comme si, voilà, vous avez mis un tampon sur un papier et hop, plus rien n'existe. L'après n'existe pas, alors que c'est important. Et ça, oui,
c'est une colère que j'ai du mal à atténuer parce que je sais qu'on n'est pas seul dans ce cas-là, qu'on est des milliers de familles dans ce cas-là. Et cet après, on nous a proposé en tout cas aucune prise en charge. Et en début d'année, j'ai poussé un petit cri de désespoir sur les réseaux et j'ai eu, connaissance, de Viana, de son histoire et de son projet de créer une association. Parce que voilà, elle était aussi, dans cette angoisse, de son frère hospitalisé et j'ai pu échanger, avec elle et ça m'avait fait beaucoup de bien, d'avoir quelqu'un en fait, quelqu'un d'autre de ma famille qui vivait ce traumatisme et voilà, on a pu échanger, par rapport à ça et hem et l'association Réapproche, elle me permet d'échanger sur, l'histoire que nous on a vécue, ma maman, mes frères et sœurs et sur l'histoire qui est au final l'histoire de plein de familles et de rencontrer des gens qui ont vécu un traumatisme similaire au nôtre qui sont en capacité du coup de comprendre ce que l'on vit. Parce que, en fait, on se rend compte maintenant, ça fait déjà plusieurs mois et en fait, après un décès, la vie, elle reprend son cours. Les gens, ils reprennent, leur activité, ils tournent une page. Mais pour moi, ça, c'est pas possible. Donc après, on n'en parle plus alors qu'on voudrait faire que ça. Moi, je pourrais en parler tous les jours, et on a le sentiment de gêner, d'être de trop, et on se dit: «Mais vers qui se tourner du coup pour pouvoir en parler en fait, pour pouvoir, partager ce qu'on ressent, pour pouvoir exprimer cette colère?» Et l'engagement en fait associatif me fait du bien dans ce sens. Parce que ça me permet d'avancer et d'utiliser ma colère pour dire aux autres: «Mais non, vous êtes pas seuls et on est tous ensemble et on va s'en sortir, on va y arriver et on va avancer». Et la détermination de l'association à faire changer les choses, sur le droit de visite, ça fait du bien en fait de savoir qu'il y a un groupe, de personnes qui se bat pour que ce droit, soit mis en place, parce qu'on n'a pas envie que les prochains vivent cela. En fait, on peut pas accepter que d'autres familles subissent, encore, ce traumatisme. Et moi, en tout cas, ce soutien de l'association et d'autres associations qui sont mises en place, comme Tenir ma main, ça m'aide à accepter et à avancer. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai plutôt hâte qu'il y ait des groupes de parole parce qu'en fait, d'échanger avec d'autres personnes, hein, alors qu'elles aient perdu ou pas un proche, mais qu'elles aient vécu en fait toutes ces étapes, moi ça me fait vraiment du bien. Ça me fait du bien. Alors, j'ai pas encore passé ce cap d'aller voir, rencontrer un psychologue, mais déjà voilà l'approche associative me permet d'avancer. Voilà et en tout cas je remercie vraiment Diana et son équipe, hein, toute l'équipe Réapproche pour tout ce qu'ils font et tout cet engagement, cette détermination qu'ils ont, c'est vraiment important et il faut pas lâcher. Merci Coralie pour ton témoignage extrêmement émouvant et touchant et sincère. Coralie a été la première personne avec qui j'ai échangé lorsque j'ai été moi-même dans cette détresse. Et j'ai été particulièrement soulagée après avoir raccroché le téléphone. C'est terrible à dire, mais de se dire que ce que l'on ressent, d'autres personnes ressentent la même chose. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on le ressent, on a l'impression que c'est nous qui n'allons pas bien. Si on agit comme ça aussi fortement, c'est que le problème vient de nous. Et que lorsque d'autres personnes ayant vécu une situation similaire disent oui, non, mais nous aussi on le vit comme ça, on se dit finalement on n'est pas seul. Et c'est comme si quelque part nous nous donnions le droit de dire que cette souffrance, elle n'est pas normale. Et qu'elle n'est pas normale, et c'est pas parce que nous n'allons pas bien, c'est que finalement ce qui nous est demandé de supporter est insupportable. Et merci pour ton partage.
Et j'ai pu également avoir l'occasion d'échanger avec Aurélien, s'agissant de son témoignage aussi. Nous avons échangé et c'est aussi une expérience émouvante. Et Aurélien, si tu veux bien prendre la suite. Allons-y, c'est déjà assez difficile juste en ayant entendu un témoignage qui me rappelle quand même plein de choses, qui me fait revivre plein de choses et qui résonne plein de niveaux sur tout ce que j'ai vécu. Donc pour expliquer un petit peu, donc, j'ai 20 ans et l'année dernière j'ai perdu mon père en avril pendant le confinement. Donc, il n'est pas mort du Covid, il est décédé d'une hépatite C, il est tombé malade en début mars. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de confinement. Le confinement, il a été mis en place le 13 mars. Et jusqu'avant ça, on a eu une semaine ou deux où on a pu aller le voir un petit peu. Et à ce moment-là, ça se passait bien. On pouvait voir. Ça avait l'air difficile quand même, son établissement, de se battre contre la maladie. Et à partir du 13 mars, pendant un mois et quelques, on a eu des nouvelles par... euh, que par bout. On a eu quelques appels par-ci par-là, on a eu quelques photos, mais qui nous faisaient plus souffrir en quelque sorte, parce que c'est lui qui nous envoyait des photos, mais on voyait juste son état qui se détériorait, et on n'avait pas les paroles. Lui, il était de plus en plus faible, donc il ne pouvait pas nous envoyer des messages tout le temps, répondre à nos messages, parce qu'il subissait beaucoup d'opérations qui étaient douloureuses. Donc ça nous faisait pas vraiment du bien, et ça s'est fait très rapidement. Un mois, c'est quand même très court dans cette situation. Et surtout quand on fait autre chose. Moi, j'étais étudiant à l'époque et j'avais mes fins de cours, plus mes partiels après. J'étais en plus dans autre chose et j'avais deux grosses choses en même temps et c'était compliqué de se mettre dedans quand on n'est pas autorisé à se mettre pleinement dedans. C'est-à-dire que tout se passe à distance, ça nous concerne énormément, mais on n'est pas autorisé à être pleinement dedans. Donc, à ce moment-là, en plus vers la fin, en plein confinement, mon père essayait de tenir au maximum pour essayer de nous revoir, je pense. Et c'est à l'annonce que le confinement allait être repoussé, allait continuer encore, que mon père nous a annoncé qu'il n'en pouvait plus de se battre et qu'il arrêtait de se battre, qu'il allait arrêter. À ce moment-là, on nous a accordé un Zoom de fin de vie en quelque sorte. Ça a été l'une des expériences les plus difficiles que j'ai eues récemment, voire même de ma vie. Puisque pouvoir dire dans un contexte pas du tout intime, puisqu'il y a toutes les infirmières à côté et on n'avait pas de moment pour nous, on était toute la famille devant un écran et on devait dire au revoir, essayer de dire au revoir un maximum, de faire passer des choses à notre père qui était dans un état méconnaissable, parce que c'est là où on s'est vraiment rendu compte qu'il y a un mois qui se sont passés. Pendant ces un mois, il était malade et il se battait tout seul. Il se battait seul et il souffrait. Et nous, on a été choqués directement en voyant l'état dans lequel il était devenu. Moi, j'ai toujours connu mon père comme quelqu'un de fort et quelqu'un qui avait une aura de puissance, qui était imposant. Et là, c'est vrai, il avait 60 ans, 59. Et c'est vrai que là, le voir d'un coup, il avait du mal à parler, mais on aurait dit qu'il avait pris 30 ans, il avait du mal à s'exprimer, on aurait dit qu'il comprenait pas vraiment ce qu'on disait. Et là, ça a été un gros choc. Et le fait de tout ça, que ça se passe à distance, c'était encore plus difficile. Ensuite, après ce Zoom qui a été extrêmement difficile, puisque moi, je ne pouvais pas parler du tout. J'étais abattu, donc je ne pouvais pas parler du tout, donc j'ai pas pu lui dire au revoir. Heureusement, on a eu un appel qui a été autorisé, un appel téléphonique, et sous les conseils d'un prof, j'en avais parlé à un prof du deuil, etc., des personnes proches qui sont à l'hôpital, et il m'a dit donc surtout de ne rien regretter, de ne pas regretter, parce que tu n'auras peut-être pas l'occasion de dire au revoir à ton proche, à la personne qui t'est chère, à un moment donné, donc
tout ce que tu as envie de dire, dis-le quand tu peux le dire, et ce sera peut-être bénéfique après. Et c'est dans ce coup de téléphone qui était juste un coup de téléphone après de routine, parce qu'on s'attendait à avoir autre chose derrière. Je lui ai dit tout ce que j'avais envie de lui dire. Je lui ai dit au revoir, je l'ai remercié pour le père qu'il a été, et je lui ai dit des choses très émouvantes. Je sais que j'ai été le seul dans ma famille à faire ça. Je sais que ma sœur et ma mère n'ont pas pu le faire. Et je pense que ça m'a bien aidé après pour le deuil. Après ça, on a eu un dernier contact avec lui. Il a été admis en soins palliatifs un peu après. Et on nous a accordé une visite, comme Coralie, une dernière visite une visite de fin de vie. Et donc on est allé le voir, et c'est là où j'ai pas compris, et après coup j'ai un petit peu de la colère envers globalement le personnel soignant, parce que j'y connais pas grand chose à comment sont faites les régulations, mais du coup toutes les institutions et ce genre de trucs. Parce que à cause des règles sanitaires et tout ce genre de trucs, on a été bombardé de règles. Donc déjà on a dû aller le voir, donc on était 3, et ils nous ont dit bah, vous ne pourrez pas être plus de 2 dans la chambre, et vous ne pourrez pas faire des allers-retours. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit aller dans la chambre, aller le voir et être tout seul dans la chambre. Je me suis proposé, parce que je me suis dit que j'étais bien et ma soeur était vraiment pas bien, donc je me suis dit que j'allais lui laisser ça, laisser le soutien de ma mère, donc je me suis proposé pour y aller. Avant d'y aller, on a pris une douche de désintoxication, on va dire. Et ensuite, on nous a dit d'enfiler une charlotte, une blouse, des lunettes et des gants en plastique. Et on m'a dit, vous ferez attention, des fois il a du mal à parler, il est quand même très faible, il est vraiment en fin de vie, il est en soins palliatifs, donc vous attendez pas à ce qu'il puisse tenir une conversation normale avec vous, et évitez de le toucher. Donc voilà, on m'a laissé rentrer, et au début, comme je suis arrivé d'au-dessus, j'ai vu qu'il avait la tête penchée, donc je me suis dit qu'il dormait, et j'ai simplement j'ai attendu. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'il était pas en train de dormir, mais qu'il était déjà à moitié parti, qu'il était en état végétatif. Et c'est là où c'est très difficile et que c'est un gros choc, c'est que je m'attendais à pouvoir lui dire au revoir, à lui dire tout ce que je lui avais pas dit déjà au téléphone, et qu'on ait une dernière discussion, un dernier au revoir. Et c'est là où j'ai compris que je n'aurais pas cette chance, et que je pourrais juste le voir, mais dans cet état, ça fait toujours un choc de l'avoir connu fort et bien, et de le voir d'un coup tout faible, avec des machines qui font des bips partout, extrêmement amaigri, affaibli et extrêmement vieilli. J'avais vraiment l'impression qu'il avait 80 ans alors qu'il en avait 59, et il avait quasiment pas de cheveux blancs, il était quand même bien, et là il sentait vraiment que ça l'avait creusé, que ça l'avait miné. Donc ça a été vraiment une des pires expériences de ma vie, et cette visite. Et finalement, je ne remercie pas vraiment le, le personnel de l'hôpital de nous avoir accordé cette visite, parce que c'était vraiment pas dans des bonnes conditions. J'ai rien pu dire vraiment, je n'ai pas réussi à dire des choses, puisque on m'a pas prévenu qu'il était en état végétatif et qu'il ne pourrait pas me répondre. Heureusement, j'ai pu un petit peu faire mes adieux, mais ça n'a pas été le cas pour d'autres membres de ma famille, par exemple, qui n'ont du coup rien eu du tout, du tout. Et c'est là où le deuil commence. Et sauf qu'on était dans une période qui était assez courte, où on n'était pas autorisé à avoir aucun contact avec la personne morte pendant toute la durée qui suit. Donc on a dû faire notre cérémonie dans notre salon. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà, le cercueil et le corps seront brûlés à 8h tel jour. Si vous voulez faire quelque chose chez vous, bah faites-le, mais vous ne pouvez pas venir. Donc on n'a pas eu de cérémonie, et on a dû lui dire au revoir en quelque sorte dans le salon. Ce qui a été encore une fois
En fait, le deuil ne commence pas. Il y a pas de deuil qui commence et on reste dans la souffrance la même souffrance qu'un début de deuil, la grande tristesse, mais on ne peut pas avancer parce qu'il y a pas eu je ne pouvais pas me dire que mon père était mort et que le deuil pouvait commencer. Et ça a été que 3 4 mois après, en août, alors qu'il est décédé le 18 avril, ça a été qu'en août, on a fait, nous, une cérémonie de répartition des cendres. Et là, on a fait comme si c'était un enterrement, une vraie cérémonie. Et c'est là où j'ai la sensation que c'est seulement là où mon deuil a pu commencer. C'est qu'à partir de août. Et je pense que je m'en sors bien, même si ça reste très difficile. Euh, c'est un deuil compliqué, le fait de ne pas avoir eu d'accompagnement, d'avoir l'impression qu'il est parti comme un voleur, qu'on nous a rien accordé en quelque sorte, enfin rien accordé, c'est pas complètement exact, mais qu'on nous a pas accordé ce qu'il fallait, ça rend toute la chose beaucoup plus compliquée et difficile. Et je pense quand même que je m'en sors mieux par rapport à d'autres membres de ma famille, par exemple, qui n'ont pas pu me dire au revoir, qui n'ont vraiment pas eu d'autre chose. Et moi, je suis tout de suite allé voir un psy. Mon père était psy et infirmier, il a fait infirmier puis psy pendant 30 ans. Euh, et je suis allé faire une thérapie directement avec une psy qu'il connaissait. Euh, donc à ce moment-là, ça m'a vraiment aidé dès le début dans mon deuil. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis celui qui s'en sort le mieux dans ma famille. Donc dans mon malheur, je m'estime quand même chanceux, entre guillemets, et j'estime que ça va plutôt bien, même si ça reste très très difficile. Et je reviens sur le fait qu'il a été infirmier et psy pendant 30 ans. Donc il a fait 15 ans de psy, 15 ans infirmier. J'ai un peu l'impression quand même que toute sa vie, il a été au service des autres et qu'il a aidé les autres. Et on n'a pas su l'aider ou on l'a laissé partir tout seul quand il en avait vraiment besoin et vers la fin de sa vie. Et on a un peu l'impression qu'il est parti seul et dans sa souffrance, puisqu'on sait qu'il a souffert pendant un mois complet et qu'on n'était pas là pour lui dire au revoir. Je sais pas trop comment continuer, donc je pense que je vais m'arrêter là et que je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Aurélien, c'est quelqu'un que je connais depuis à peu près 2 ans maintenant. Ce n'est pas le contexte de cette association qui a fait nous connaître. Je suis particulièrement admirative pour être en parallèle l'enseignante d'Aurélien sur ta force en fait, ce courage, cette persévérance dans ce contexte où tu parlais de tes partiels, tes examens qui étaient en plein milieu, donc c'est cet avenir en quelque sorte mis entre parenthèses pour nos jeunes en général dans cette période. Et à cela, c'est rajouter cette difficulté et la manière dont aujourd'hui tu nous as partagé cette expérience où tu avais émis des doutes sur la possibilité que tu puisses nous en parler comme tu l'as fait. Et un grand merci pour ton courage et ta détermination. De rien à vous. Laurent, nous nous connaissons depuis quelque temps également. Ce qui nous a fait connaître avec Laurent, c'est aussi un vécu partagé. Et je te laisse, si tu souhaites poursuivre par rapport à ton expérience. Merci beaucoup, Viana, déjà pour cette initiative que je trouve très belle et très utile. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé m'engager sur ces questions parce que inconsciemment, j'ai toujours fait un rejet de la médecine parce que mon père était chirurgien, il adorait son métier et il passait vraiment toutes ses soirées, ses nuits, ses week-ends au chevet de ses patients pour les accompagner. Et donc j'estime un peu que la médecine m'a privé de mon père et c'est doublement vrai maintenant. Parce que en octobre, mon père a contracté le Covid, il avait 70 ans, il était en pleine santé. Et au bout de 10 jours, son état s'est dégradé. Et ça nous a pris déjà plus de 24 heures avant de lui trouver un lit de réanimation. Et finalement, il a été hospitalisé dans une clinique privée en service de réanimation.
et donc placé sous coma artificiel et intubé. Et, et d'emblée, on nous a dit qu'on ne pourrait pas le voir. Il y a juste mon frère qui a eu l'occasion d'aller dans ce service au tout début avant qu'il ne ferme les portes. Et d'ailleurs, il a dit à une infirmière qui était derrière la vitre, il a dit à une infirmière de dire à l'oreille de mon père que son fils était là. Et c'est vrai que le corps de mon père s'est vraiment mis à bouger. Donc, enfin, c'était même impressionnant. Ça en dit long peut-être sur l'état de conscience, même en coma artificiel. Et bref, on nous a dit voilà, que toute visite serait interdite et tout contact aussi avec mon père. Et donc, on a sollicité un rendez-vous téléphonique avec le médecin. C'était extrêmement dur à obtenir. Et finalement, dans ce rendez-vous téléphonique, il nous a expliqué qu'il ne fallait pas l'appeler pour ne pas le déranger. Et la deuxième fois qu'on l'aura au téléphone, ce sera pour nous annoncer la mort de mon père. Mais entre-temps, il ne nous aura jamais appelé, en 3 semaines. Il ne nous aura jamais appelé pour nous donner la moindre nouvelle. Et donc, au bout d'une semaine, mon père a été désintubé, il est sorti du coma artificiel. Et pour autant, on ne pouvait toujours pas lui rendre visite. Et donc, on appelait tous les 2 jours. On tombait souvent sur des personnes qui n'étaient même pas au courant de son état de santé. On avait des informations très parcellaires. On nous disait tout va bien, ne vous inquiétez pas, il sera bientôt sorti. Jusqu'au jour où, donc 3 semaines après son entrée en réanimation, le médecin nous annonce la mort de mon père et aussi le fait qu'on ne pourrait pas le voir parce qu'il avait coché la case mise en bière immédiate. Et donc forcément, c'est un choc immense, surtout quand on nous a expliqué pendant 2 semaines que tout allait bien, qu'il allait bientôt sortir. Et un double choc parce que on ne le reverra jamais. Et donc là, j'ai quand même tout fait pour qu'au moins ma mère puisse le voir. Ça m'a pris 48 heures. J'ai dû mobiliser, surmonter très haut des personnalités politiques assez puissantes. Et donc, c'est redescendu à la directrice de cette clinique qui a accordé à ma mère le droit de voir le visage de mon père dans une pièce réfrigérée, entourée par 2 personnes qui la surveillaient et qui avaient bloqué mon frère à la porte. Et donc, c'est comme ça que ma mère a fait ses adieux à son mari après 38 ans de mariage. Et donc, très concrètement, on a juste ouvert la housse pour qu'elle puisse voir son visage pendant 5 minutes. Et donc, à la suite de ça, on a vu son cercueil. J'ai dû négocier avec les pompes funèbres pour qu'ils laissent le cercueil au moins quelques jours dans notre maison, parce qu'ils n'avaient même pas le droit. Et dernière étape, à ce moment-là, les funérailles étaient limitées à 30 personnes. Mon père avait beaucoup de patients et de collègues qui voulaient assister à ses obsèques. Et le sous-préfet nous a fait dire qu'il ferait verbaliser toute personne qui se trouverait sur le parvis. Une cathédrale de 30 personnes, de 1000 personnes, pardon. Et donc, on a organisé des funérailles clandestines dans notre jardin. Il y avait 300 personnes, c'était magnifique. Et là, je n'hésite pas à le revendiquer, hein, quand les règles sont injustes. Il faut évidemment tout faire pour aller à leur rencontre. Et donc, tout ça n'est pas fini parce que, donc, passé la sidération, je me demandais pourquoi ce médecin avait coché la case mise en bière immédiate, pourquoi il avait considéré que mon père était mort du Covid, sachant que on était quand même, mon père est décédé plus d'1 mois et demi après sa contamination. Et donc, j'ai essayé d'obtenir son dossier médical. Et j'ai obtenu avec beaucoup de difficultés, menaces de procès, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris le jour de Noël que mon père n'était pas mort du Covid, qu'il avait subi 3 tests négatifs dans les 10 derniers jours de sa vie, et que mon père était mort d'une infection nosocomiale qu'il avait contractée dans ce service de réanimation. Et donc, il y avait non seulement la dissimulation, on nous a toujours caché les causes réelles de sa mort, et aussi la mise en bière immédiate qui nous a privés des derniers adieux à son visage, et aussi d'une mise en bière digne. Et donc, forcément, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, parce que on a quand même tout fait pour pouvoir accéder à mon père pendant son hospitalisation. On s'est pointé plusieurs fois aux portes de ce service. Ma sœur, qui est elle-même soignante, s'est présentée avec tout son
son habillement de soignante. Et elle-même a été refusée. Et surtout, on ne nous donnait aucun motif. C'était, non, les visites sont interdites. Aucun texte, aucune justification. Et en apprenant en plus que ces restrictions n'étaient absolument pas justifiées parce que mon père était absolument plus contagieux, bien évidemment, ça rajoute à la colère et au ressentiment. Et en fait, ce qui a fait un peu déborder le vase, c'est deux éléments. C'est une enquête de satisfaction que mon père a reçue sur son adresse mail 2 mois après sa mort. Votre avis nous intéresse, vous avez séjourné dans notre établissement. Et donc ça, c'est peut-être, voilà, une simple erreur de machine, hein, mais ça en dit long quand même sur la conception de la médecine de certains. Deuxième élément, le fait de voir une autre personne, Stéphanie Bataille, témoigner en fait du fait qu'elle avait vécu la même chose. Et donc là, je me suis rendu compte que, en fait, on n'était pas un cas isolé. Et c'est comme ça que en fait, sans même le vouloir, mais j'ai transformé cette colère et ce ressentiment en action que j'espère positive pour la société. Donc j'ai écrit une première tribune dans Marianne en février pour demander tout simplement un changement de la loi sur le droit aux visites des patients. En fait, ça rejoint vraiment mes compétences parce que c'est un domaine dans lequel je travaille. Et donc, j'ai essayé de conjuguer mon expérience personnelle avec mes compétences. Et donc, c'est comme ça que j'ai fondé l'association Tenir ta main. Et donc, notre objectif, c'est d'abord d'être les porte-parole des sans-voix. Et on a reçu plus de 10 000 témoignages. Notre deuxième objectif, c'est vraiment un objectif très précis, qui est de faire évoluer la loi sur le droit de visite. Et donc là, ça demandait beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. On espère déboucher sur des résultats concrets dans les prochains jours, même si je travaille toujours sur un changement de la loi à l'automne. Et le troisième volet de notre action, c'est d'essayer de soutenir les victimes et leurs proches, en leur proposant un soutien psychologique et juridique quand ils en ont besoin. On a créé aussi un mémorial à Paris où les gens peuvent venir se recueillir, déposer une photo de leurs proches. C'est extrêmement important pour les gens qui ont été privés d'adieux dignes. Et hier soir, on a organisé un concert qui était vraiment magnifique et c'était un requiem d'ailleurs et qui a fait beaucoup de bien. Là, je reçois vraiment des dizaines de mails aujourd'hui de gens à qui ça fait beaucoup de bien en fait. Et donc voilà, je pense qu'il est trop tôt pour en tirer un quelconque enseignement et je ne sais pas du tout si pour moi c'est une manière de faire mon deuil ou tout simplement d'essayer d'agir parce que je suis révolté parce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que symboliquement c'est quand même très dur, je trouve, de ne pas pouvoir accompagner son père. Son père, c'est quand même celui qui vous a habillé. Moi, j'ai pas pu l'habiller quand il est mort. C'est celui qui a toujours pris soin, surtout en tant que médecin en plus, qui a toujours pris soin. Et finalement, on l'a d'une certaine manière traité comme un objet, hein, parce que voilà, il est parti tout nu dans un sac. Et c'est aussi voilà quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Et en l'occurrence, j'ai pas pu malgré tous mes efforts, hein, et là j'essaie vraiment de vivre sans regret ni culpabilité. J'ai pas pu malgré tous mes efforts l'entourer, et ne serait-ce que pouvoir lui dire toute ma reconnaissance avant sa mort. Et c'est vrai que c'est un traumatisme, mais voilà, donc au-delà de mon combat, pour moi c'est un peu une manière de simplement de poursuivre sa conception du rôle de la médecine, du rôle des médecins. Et donc c'est pour ça que voilà, j'essaie de me battre, et j'avoue que ça peut être éprouvant parce que on reçoit encore aujourd'hui beaucoup de témoignages qui sont tous tragiques, et donc ça demande voilà une énergie considérable que me donne mon père, mais voilà, c'est en quelques mots mon témoignage. J'espère que ça répond à tes attentes, Viana, sur comment essayer de transformer une expérience aussi traumatisante en action positive pour la société. Merci Laurent pour
pour ce témoignage. Ce que l'on remarque également, c'est vrai que ce que tu viens de dire à l'instant, comment essayer de transformer en expérience positive. Le point commun de tous les témoignages que nous avons eus, c'est la détresse que cela occasionne d'avoir à subir. Parfois d'ailleurs que l'issue soit favorable ou pas, la détresse est là. L'idée n'était pas que je rentre davantage dans le détail de mon vécu, mais en tout cas la détresse, je l'ai également vécue et je continue d'une certaine façon aussi à être encore impactée, quand bien même cela fait maintenant plus de 6 mois, quand bien même l'issue a été favorable pour la personne proche. Et cet engagement qui vient comme une évidence, que ce soit ce que tu fais, Laurent, Coralie, ta participation, Aurélien, et cette association Réapproche, vient comme une nécessité. Comme une nécessité. Alors, comme tu te poses cette question, est-ce que c'est un moyen de pouvoir faire son deuil? Je me pose également la question, est-ce que c'est un moyen de pouvoir, moi, surmonter cette profondeur de détresse que j'ai pu aussi vivre et pour les uns et les autres? Est-ce que c'est ça qui est un peu une manière une forme de résilience pour nous? Donc, j'ai eu effectivement à ce sujet-là l'occasion d'échanger avec Sarah, qui pourra nous éclairer également un peu plus sur cet engagement. Et puis pour d'autres également qui vivent la même chose et qui du coup n'ont pas eu forcément cette possibilité oui, cette possibilité ou voilà, à ce moment-là, cette possibilité de pouvoir passer le cap vers un engagement, vers une manière d'agir, d'être actif, mais qui pour autant ont besoin d'un accompagnement et ont besoin de traverser cette détresse. Sarah, je te laisse nous éclairer un petit peu sur tout ce que tu constates. Ouais, éclairer, je sais pas. Vous me dites s'il y a des problèmes de son. Peut-être je couperai ma caméra parce que j'ai l'impression que je capte pas toujours bien, mais sinon je vais essayer de dire un peu quelque chose. En fait, c'est Guillaume Thierry l'a dit en introduction, c'est un exercice qui me semble fondamental, ce qu'on est en train de faire, mais qui est pas évident pour moi en tant que soignante, travaillant en réanimation, d'entendre ces témoignages voilà, qui disent une violence par moments assez inhumaine et qui n'aurait pas dû avoir lieu. Alors évidemment, comme moi j'étais du côté de la réa, j'ai aussi mes propres souvenirs que ça convoque et des raisons pour lesquelles on a d'une certaine façon, en tant que soignant, participé à la mise en place de ces règles, même si, bon, c'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Effectivement, j'ai agi dans mon service avec mes collègues pour que les choses ne se passent pas aussi tragiquement. On a essayé de trouver des solutions pour maintenir des visites, voilà, au moins avant le décès. On a donné des nouvelles tous les jours aux proches. Moi, j'ai proposé qu'on prenne en photo les patients décédés pour les familles qui ne pouvaient pas venir à temps pour voir la personne décédée, puisqu'on laissait les proches venir dans les chambres pendant les 2 heures qui suivaient le décès. Comme je travaille à Saint-Denis, oui, en fait, je me suis même pas présentée. Je suis désolée, effectivement, je suis un peu perturbée. Donc moi, je m'appelle Sarah Piazza, je suis psychologue et je travaille en réanimation et en équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital de Saint-Denis. Donc bon, voilà, vous le constatez d'emblée, voilà, comment vous entendre voilà, sans être tout de suite vouloir être psy pour vous soutenir et en même temps en étant psy aussi à l'hôpital. Donc voilà, je vais juste dire quelques mots et puis on verra un peu ce que ça donne après.
effectivement, le premier point que je peux aborder sur la question du vécu des proches, de ces interdictions ou de ces restrictions de visite, en fait, vous l'avez tous les trois à votre manière rappelé, c'est-à-dire la question de l'incompréhension, de la gravité et de la dégradation d'une maladie quand on n'est pas en mesure de suivre son proche au quotidien, d'entendre les médecins et les soignants, parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la question de la compréhension. La compréhension, ça se construit aussi sur une répétition de rencontres et sur le fait que ces rencontres soient associées au fait de voir le proche. La question de la sidération, la violence de ce que vous avez éprouvé, et peut-être que, voilà, je ne vais pas vraiment reprendre, vous en avez beaucoup mieux parlé, mais je voudrais quand même insister sur la question de la culpabilité. Et beaucoup plus que la question de la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Puisque évidemment, on le sait de façon consciente qu'on n'est pas responsable. Il n'empêche qu'on entend bien dans vos propos, et moi je l'entends en permanence chez les patients et les proches, le fait que il y a dans un après-coup un retournement de ce qui pourrait être du côté de la culpabilité, en tout cas de la responsabilité de l'institution. On récupère ça en se disant mais j'aurais dû faire plus, mais j'aurais dû me battre, j'aurais jamais dû. Voilà, je crois que c'est Coralie, vous en avez très bien parlé, mais même tous, voilà, j'aurais dû faire plus, je n'aurais pas dû me soumettre. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Et donc effectivement, on est face à des situations qui sont des situations particulières concernant la question du deuil, puisque évidemment perdre son parent, en l'occurrence pour les trois témoignages, perdre un père, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, et évidemment un basculement dans une vie, même quand on est un adulte. euh, mais normalement, c'est un basculement que l'on peut surmonter. Là, la question, c'est comment, dans ces conditions particulières, quelles sont-elles, et comment on peut peut-être essayer un peu de les penser. Et donc, évidemment, je ne vais pas parler, enfin, je vais dire quelques petites choses, parce que sur la question du deuil et du trauma, on peut faire, c'est un cours hein, en fac de psycho. Donc, mais là, ce qui me semble vraiment important, à partir de vos expériences et à partir de celles que j'ai entendues à l'hôpital, c'est que la question du trauma, de façon schématique, on peut la penser comme un moment où il y a une absence de représentation. C'est-à-dire une absence d'image, une absence de compréhension, une absence de mots sur un événement. Et là, on entend bien dans vos discours la façon dont le fait de ne pas pouvoir voir, le fait de ne pas avoir de représentation du corps de l'autre, de sa situation, est en lien pour moi avec ce qu'on peut appeler un peu le trou dans le traumatisme, c'est-à-dire le trou de représentation. Même si j'ai trouvé ça très important, l'expérience dont Aurélien a témoigné, à savoir que toute image n'est pas forcément bénéfique non plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi la nécessité d'accompagner la représentation, notamment de l'accompagner de mots, et par rapport à ce que vous avez dit sur voilà, la question des photos que votre père envoyait, ou la question de ce zoom, finalement, comment là, il y a quelque chose d'un accès à l'image, on voit, mais comment c'est médiatisé. Mais pour cette question de l'absence de représentation, on voit que effectivement c'est à cet endroit-là que potentiellement quelque chose peut ne pas réussir à se tricoter. Voilà. Ensuite, euh, et dans cette perspective, moi j'ai proposé dans mon service de réa, puisque même si les visites ont été autorisées, elles n'étaient pas autorisées voilà, de façon suffisante. Et qu'il y avait des personnes qui étaient à l'étranger. Ouais, comme je travaille à Saint-Denis, on a beaucoup de patients qui ont des familles à l'étranger qui ne pouvaient évidemment pas se déplacer avec le confinement. Mais j'ai proposé aux proches de les recevoir. On a commencé les entretiens à partir du mois de septembre.
toutes les familles et tous les proches qui avaient perdu quelqu'un pendant la première vague, de les recevoir dans le service de réanimation, accompagnés d'un réanimateur ou d'une réanimatrice en binôme, avec cette idée de pouvoir leur montrer le service, y compris les unités, qu'ils puissent avoir une image du lieu et de pouvoir leur raconter, proposer un récit de ce qui s'était passé pour leurs proches, de leur raconter ce qui s'était passé pendant cette période-là. Et il me semble, enfin, il me semble, et beaucoup l'ont dit, à quel point ça avait été fondamental, y compris pour pouvoir poser des questions, qui étaient des questions lancinantes, qui étaient parfois des questions qui pourraient paraître très anecdotiques quand on pense à un suivi médical, mais qui étaient absolument fondamentales pour eux. Et donc de pouvoir reprendre quelque chose avec eux, les accompagner et essayer de les amener à quelque chose d'une clôture. Donc, il y a des services qui peuvent le proposer, il y a des services qui ne le proposent pas. Ce n'est pas parce que les gens ne le proposent pas que les proches ne peuvent pas le demander. Et ça, je crois que pour ceux qui en ont besoin, demander à rencontrer l'équipe soignante et demander à voir le lieu où ces événements se sont passés, où la personne qu'on aime a passé ces derniers moments, peut être quelque chose qui me semble intéressant. Le deuxième élément concernant la question du trauma, c'est une chose qui me semble importante, et là aussi vous en avez tous témoigné, c'est la nécessité la nécessité de la part de l'autre, et un autre, bon, en psychanalyse on parle de grand autre, mais en tout cas là moi je vous dirais d'un autre social, voilà, que ce soit un médecin, que ce soit la société, que ce soit un homme ou une femme politique, la nécessité d'être reconnu dans la violence de ce qu'on a subi. Et y compris d'être reconnu dans l'impuissance qu'on a subie. C'est-à-dire, en lien avec ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la question du sentiment de culpabilité, de pouvoir entendre ce n'était pas possible de faire autrement. Et il y a quelque chose qui, je crois, doit passer par un message qui vienne d'un autre à une place particulière, à une place institutionnelle, à une place politique, à une place étatique, ou un discours social qui vienne justement réintroduire la personne endeuillée et potentiellement arrêtée dans un moment traumatique, vienne la réintroduire dans le collectif en disant ton sentiment de culpabilité est de l'ordre du sentiment. La responsabilité n'est pas la tienne, la responsabilité, elle est du côté de l'institution. Pour des raisons qui peuvent s'entendre, c'est un autre débat. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui doit passer par une reconnaissance, dans un premier temps, de la violence et de l'impuissance subie vécue. Et pour terminer, il y a une philosophe et psychanalyste qui s'appelle Cynthia Fleury, que je trouve parle très finement de certaines choses, et qu'on a aussi un peu entendu pendant la pandémie, et qui dit qu'au niveau psychique, il n'y a pas de réparation. Alors ça peut sembler comme ça un peu étonnant de le dire. Il n'y a pas de réparation, c'est pas comme un vase qu'on casse et qu'on peut recoller. Les pertes qu'on vit, on ne les remplace pas, on ne les recolle pas. Par contre, la solution pour l'être humain, c'est qu'il y a de la transformation. Et que donc, sur cette problématique d'un deuil qui deviendra un deuil qu'on n'arrive pas à dépasser, je crois que cette vision-là, c'est une vision qui permet de penser, c'est-à-dire comment on transforme. Comment on transforme l'expérience de la perte, comment on transforme l'expérience de la détresse pour en faire quelque chose d'autre. On ne la répare pas, on ne pourra pas ne pas vivre. Aurélien disait à juste titre la violence de ce moment Zoom, et la violence ensuite de ce moment où il a pu voir son père, mais sans être accompagné. Ces expériences-là, elles ont été vécues, elles ne se réparent pas. Par contre, la question, c'est comment éventuellement elles peuvent se transformer. Et il me semble que la transformation pour l'être humain, elle est du côté de la création,
Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant le fait de penser la question de l'engagement, puisqu'il me semble que la question de l'engagement est du côté de la création et du côté du collectif. Et ça, c'est aussi un élément fondamental, je crois, pour sortir d'un deuil enfin, voilà, dans lequel on serait enfermé, puisque Freud explique qu'il y a un premier moment du deuil qui est un moment normal, où il y a un retrait total du monde. Il y a un retrait du monde extérieur, où on est concentré sur voilà, la détresse et la perte à l'intérieur de soi, et qu'il y a un moment donné, il faut réinvestir le monde. Et je crois que la dimension collective très forte qu'il y a dans l'engagement politique, au sens noble du terme, vraiment vient de fait poser la question du collectif. Viana en a parlé, ne serait-ce qu'en étant dans un partage, dans un premier temps, dans un partage d'expériences. Donc on a l'engagement. Évidemment, vous n'allez pas être surpris. Je pense qu'il peut être nécessaire de faire un travail avec un psychologue. Ce n'est pas indispensable. On n'a pas forcément besoin d'aller voir un psy. Je crois qu'il faut aller voir un psy quand on s'en sort pas et quand on est trop malheureux et qu'on n'arrive plus à vivre correctement. Pardon. Donc voilà, c'est les pistes sur la question de la création et du collectif, l'engagement, l'élaboration psychique de ce qu'on a vécu voilà, sur la question d'un travail psy. Et puis, il y a aussi d'autres modes, l'art de façon plus générale, voilà, la création artistique et encore d'autres voies à créer justement pour pouvoir faire quelque chose de cette expérience de détresse. Voilà un peu moi ce que je peux vous proposer. Je vais conclure juste en vous disant quelque chose. J'ai été auditionnée ce matin par une commission voilà, nationale qui travaille sur la question des droits de l'homme. Et voilà, je tiens à vous dire que, et voilà, une commission sur la fin de vie, notamment avec l'expérience Covid. Et donc, je tiens à vous dire que les deux axes que j'ai développés étaient autour de la question de la restriction et de l'interdiction des visites et autour de la dignité des défunts. Et si je vous le dis, c'est pour justement, en lien avec la reconnaissance dont je parlais tout à l'heure, que vous sachiez qu'il y a une inscription symbolique de votre expérience qui est en train d'être faite et que je pense que c'est important. Voilà. Merci Sarah pour tous ces éclairages et ce moment fort que nous avons pu avoir avec les différents intervenants, les uns et les autres. Il est vrai que ce webinaire arrive d'une manière un petit peu isolée, mais dans le même temps, pour Réapproche, c'était aussi un moyen de pouvoir lancer une première étape d'une réflexion en lien et sur ce qui arrivait au sein même de l'association, des profils que nous avons au sein de l'association et la manière dont nous sommes engagés, de la rencontre avec Laurent également, de multiples échanges que nous avons eus avec Sarah en lien avec donc les objectifs de Réapproche et aussi et également avec depuis le mois de janvier lorsque j'ai envoyé un premier message donc pour faire part de mon désarroi où les membres de l'association se sont constitués et le professeur Guillaume Thierry m'a contacté en me permettant d'avoir une certaine forme de reconnaissance par rapport au combat que je souhaitais mener, de donner en quelque sorte une place à l'accompagnement des proches, à l'accompagnement psychologique et à la reconnaissance, selon moi, pour les proches, de se dire que dans des moments comme celui-ci, on peut arriver surtout notamment dans le cas de la réanimation, à pouvoir se reposer sur une structure qui existe
Alors j'insiste encore une fois, l'objectif de réapproche pour moi, c'est parce que d'une part, mon expérience était en lien avec la réanimation, mais aussi parce que la réanimation, pour moi, c'est un monde en quelque sorte à part, où à partir du moment où on y met les pieds, on sait qu'il y a potentiellement des risques importants que nos proches ne s'en sortent pas. Et cet environnement particulier fait que du coup, je pense qu'on ne peut pas en tant que proche un instant se reposer ou en tout cas se poser ou en tout cas faire poursuivre notre vie de manière ordinaire tant qu'on a notre proche qui est là. En fait, on parle de ces gouttes à gouttes, ces respirateurs, en fait, c'est le rythme d'un service de réanimation et cela est acceptable quand c'est une semaine, 10 jours, grand maximum, mais quand les séjours durent aussi longtemps, c'est particulièrement compliqué et le fait que le professeur Guillaume Thierry ait souhaité à ce que je fasse partie de ce groupe de travail pour pouvoir eh bien, faire reporter en quelque sorte, remonter les expériences des proches au sein de la SRLF et permettre aussi qu'il y ait un travail, une construction commune et positive dans l'intérêt bien, également de nos soignants, de nos patients et de proches, est quelque chose d'extrêmement positif. Dans le même temps, la question donc d'un séjour en réanimation et de la sortie en réanimation, c'est un parcours qui ne fait que commencer. À partir du moment où on sort d'un séjour en réanimation, c'est un nouveau parcours et pourtant, c'est le moment où on pourrait penser, eh bien, on s'en est sorti, qu'on soit proche ou patient, et on est livré parfois, malheureusement, à nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que, à titre personnel, j'en fais l'expérience à travers la personne, donc mon frère que j'accompagne. C'est un nouveau combat et c'est un combat qui est aussi long et c'est un combat qui ne peut pas toujours être mené seul et l'accompagnement est indispensable et l'accompagnement par des professionnels. Et c'est dans ce contexte-là que nous souhaitons que ce webinaire puisse par la suite permettre d'élargir le sujet à la possibilité pour les proches, les patients, de prendre une place à part entière en partageant leur expérience, le témoignage, de la même façon que nous avons pu faire avec donc vos témoignages, de pouvoir le faire, nous espérons, en physique, donc dès le mois de septembre et octobre, ou à défaut, cela peut avoir aussi des utilités pour le coup dans d'autres contextes en ligne. Donc nous espérons effectivement que cela puisse permettre eh bien, de la manière dont nous avons eu les uns et les autres des moments d'échanger, enfin des occasions d'échanger, de ne pas nous se rendre compte que nous ne sommes pas forcément seuls. Je pense à mon échange avec Coralie, avec Laurent ou Aurélien, et bien pour que d'autres puissent aussi pouvoir partager et puis du coup alléger un peu le poids de cette souffrance. Je laisse peut-être un temps s'il y aurait des souhaits d'échanger ou pas avant de clôturer la session. Alors ouais, je veux juste dire un tout petit mot pour féliciter Coralie et Aurélien et Laurent de leur témoignage. Je mesure à quel point ça doit être compliqué de restituer ce qu'ils ont restitué. Vous l'avez très bien restitué, c'est à la fois très courageux et très clair la façon dont vous l'avez exprimé. Moi, j'avoue que c'était glaçant de mon point de vue de soignant. Sarah l'a dit un petit peu enfin, très bien, mais en vous écoutant, je me suis un petit peu senti complice de toutes ces mesures assez inhumaines qui avaient été mises en place. Et même si chacun à l'échelle locale, on a essayé de les atténuer, malgré tout, on a en tout cas, enfin, Sarah n'a pas dit complice, elle a dit qu'on a participé à ces mesures. Et je pense que mais ça questionne beaucoup sur notre pratique et sur ce qu'on a fait à ce moment-là. Je pense que c'est très bien que la réflexion soit encore menée, même si on est un petit peu maintenant sorti peut-être temporairement de ça, mais je crois qu'il est bon de revenir là-dessus parce qu'on a
contribué d'une façon ou d'une autre, avec des raisons qui sur le moment étaient bonnes et puis peut-être qui l'étaient tout court, mais contribué à quelque chose qui était relativement inhumain. Et voilà, c'est assez glaçant d'avoir entendu ce que vous avez entendu. Donc merci pour ce témoignage et bravo de l'avoir fait comme vous l'avez fait. Un grand merci effectivement d'avoir pu avoir ce moment d'échange aussi poignant que vous avez pu avoir. Je tenais à remercier également le fait que nous puissions avoir des personnes comme Sarah du corps médical. Guillaume montre aussi que voilà, il est possible de faire autrement, il est possible aussi de concevoir autrement et il est possible aussi de pouvoir construire ensemble et qu'on progresse avec justement le partage d'expériences. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé ce soir. Bien, merci encore à tous d'avoir participé à cette session et pour avoir eu effectivement un moment de partage. Je ne le mesurais pas aussi poignant de par vos témoignages et de par les retours que nous avons pu avoir. Et donc, nous aurons l'occasion certainement d'avoir d'autres sujets de réflexion dans la complémentarité de ce qui reste à venir sur le plan voilà, de la prise en charge psychologique de tout cela et d'une voie de reconstruction à mener. Un grand merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Viana. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.